Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer une mécanique absolument dingue, le contrôle moteur de notre cerveau. Quand on y pense, c'est une architecture incroyable. C'est un équilibre parfait entre une puissance brute, capable de réactions fulgurantes, et une précision d'une élégance inouïe. Pour comprendre comment on marche, comment on court ou même comment on attrape un simple verre d'eau, il faut réaliser que notre cerveau n'utilise pas un, mais deux systèmes bien distincts qui travaillent main dans la main. Mais juste avant de plonger dans la machine, j'ai une petite énigme médicale pour vous mettre en appétit. Comment est-ce qu'un neurologue peut savoir, avec une précision redoutable, où se situe une lésion dans le cerveau? Simplement en grattant la plante d'un pied. C'est quand même fou, non? Un geste clinique qui a l'air super banal, presque anodin, mais qui est en fait une ligne directe vers le câblage le plus profond de notre système nerveux. Gardez bien ça en tête, on va résoudre ce mystère ensemble. Bref, voici comment on va procéder pour cette exploration. On commence par nos deux grands systèmes de mouvement, puis on zoome sur la voie pyramidale. Ensuite, on va décoder ce qui se passe quand ça casse, les fameux syndromes pyramidaux. Après ça, on passera aux régulateurs extra-pyramidaux et à leurs syndromes associés, avant de terminer par l'ultime contraste entre les deux. Allez, c'est parti. Première étape de notre analyse, les deux grands systèmes. C'est un peu le match entre les exécuteurs et les régulateurs. Pour faire très simple, imaginez le système pyramidal comme le grand patron, le PDG d'une énorme boîte. C'est lui qui prend la décision finale et qui donne l'ordre direct d'exécution à nos muscles. Lève le bras, fais un pas. À l'inverse, le système extra-pyramidal, qui cache des structures qu'on appelle les noyaux gris de la base, eh bien, ce sont les consultants experts. Ils ne parlent jamais directement aux muscles, par contre, ils affinent le plan, ils valident la stratégie, ils filtrent les mauvais mouvements, et au final, ce sont eux qui autorisent l'action. En gros, le cortex ordonne, mais les noyaux gris régulent. Ce qui nous amène à notre deuxième point, cette fameuse ligne de commande directe, la voie pyramidale. Tout ça commence tout en haut, dans le cortex moteur primaire. Là, on trouve des neurones absolument gigantesques, les cellules de Betz. Et attention, leurs prolongements, les axones, sont de véritables lignes à très haute tension. Ils propulsent l'information à des vitesses hallucinantes, entre 70 et 120 mètres par seconde. Pour vous donner une idée, ça fait plus de 400 km par heure. C'est ce qui permet d'avoir des réflexes presque instantanés. Cette autoroute descend dans la moelle épinière, et fait fascinant, 80% de ces fibres se croisent à la base du cerveau pour aller commander le côté opposé du corps. Alors, que se passe-t-il quand le grand patron n'est plus aux commandes? C'est notre troisième point, décoder les syndromes pyramidaux. L'évolution de ce syndrome, par exemple après un AVC, se fait en deux temps et c'est hyper contre-intuitif. D'abord, dans les heures et les jours qui suivent, c'est le choc spinal. Le PDG ne répond plus à la panique. Ça se traduit par une paralysie flasque. Les muscles sont tout mous, le tonus s'effondre, littéralement plus aucun réflexe. Mais, et c'est là que ça devient fou, quelques semaines plus tard, on entre dans la phase chronique. Et là, le tableau s'inverse à 180 degrés. Pourquoi? Parce que le cortex ne donnait pas que des ordres d'activation, il passait aussi son temps à dire à la moelle épinière de se calmer. Sans cette inhibition, la moelle s'emballe. Et cet emballement, c'est ce qu'on appelle la spasticité. Sans le boss pour calmer le jeu, les motoneurones de la moelle deviennent complètement hyperactifs. Les réflexes d'étirement sont décuplés. Concrètement, ça donne des muscles qui se raidissent énormément. Si on essaye de plier le bras d'un patient, ça résiste, et d'un coup, clac, ça cède brusquement. C'est exactement comme le mécanisme d'une lame de canif qu'on referme. Et paf, voilà la réponse à notre énigme du tout début. Le célébrissime signe de Babinski. En temps normal, quand on vous gratte la plante du pied, le réflexe naturel, c'est de fléchir les orteils vers le bas. Mais si la voie pyramidale est coupée, ce contrôle volontaire disparaît, et un vieux réflexe archaïque qu'on a quand on est bébé refait surface. Le gros orteil se lève lentement vers le haut, et les autres s'écartent en éventail. Si un médecin voit ça, pas de doute, il sait que l'autoroute directe du cerveau est touchée. C'est la signature absolue. On passe maintenant à l'autre versant, notre quatrième point, les régulateurs extra-pyramidaux, les fameux freins et accélérateurs. Ici, on change totalement de paradigme. Ces noyaux gris de la base ne touchent jamais à la moelle épinière. Leur secret, c'est un concept brillant, la désinhibition. En fait, au repos, on a une petite structure, le globus pallidus interne ou GPI, qui agit comme un énorme frein à main. Il balance un signal électrique continu, 60 à 90 impulsions par seconde, pour bloquer complètement le thalamus. Le thalamus est censé activer le mouvement, mais là, il est muselé. Donc pour bouger, le cerveau ne va pas dire « avance », il va simplement dire « lâche le frein ». Et ça passe par la voie directe, la voie « go ». Suivez bien, c'est comme une réaction en chaîne. Le cortex envoie de la dopamine au putamène, le putamène s'active et vient inhiber, donc calmer, notre fameux frein à main, le GPI. Le GPI arrête de tirer sur le thalamus, résultat, le thalamus est libre, il respire enfin, il remonte vers le cortex moteur et lui dit « c'est bon, tu peux y aller ». C'est de la désinhibition pure, on bloque le bloqueur pour créer le mouvement. Sauf qu'un accélérateur sans frein, c'est le crash assuré. C'est là qu'intervient la voie indirecte, la voie stop. Le circuit est un peu plus long, mais l'idée c'est que cette fois, on va suractiver le frein à main.
On passe par le noyau sous-thalamique qui s'emballe et qui va forcer le GPI à verrouiller le thalamus encore plus fort. Pourquoi faire ça? Pour éviter les mouvements parasites. Quand on veut attraper un ver, on veut juste bouger le bras. On ne veut pas que la jambe ou l'épaule se mettent à bouger dans tous les sens. C'est cet équilibre constant entre le go et le stop qui rend nos mouvements si fluides. 5e partie, les syndromes moteurs extrapyramidaux. Que se passe-t-il quand cet équilibre millimétré s'effondre? Eh bien, on obtient 2 maladies terribles qui sont littéralement le reflet inversé l'une de l'autre. Dans la maladie de Parkinson, l'usine à dopamine ferme ses portes. Du coup, la voie go est en panne et la voie stop prend toute la place. Le frein est serré à fond. Résultat clinique, une raideur, une difficulté énorme à initier le moindre mouvement et des tremblements au repos. À l'extrême opposé, on a la maladie de Huntington. Là, c'est la voie stop qui est physiquement détruite. Plus aucun frein. Le thalamus fait la fête, il est en roue libre totale. Ce qui donne des hyperkinésies, des mouvements involontaires immenses et incontrôlables qu'on appelle des chorées. Le manque de frein contre le trop plein de frein. Et enfin, 6e et dernière partie, l'ultime contraste. Comment on distingue tout ça sur le terrain? C'est là que la magie de l'examen neurologique opère. Si le patron est touché, le syndrome pyramidal, on aura cette raideur en lame de canif dont on parlait, on va perdre les gestes fins comme boutonner une chemise, et on aura toujours ce fameux signe de Babinski. En revanche, si ce sont les consultants extrapyramidaux qui dysfonctionnent, on n'est pas paralysé, on a plutôt des tremblements au repos, une rigidité très constante comme un tuyau de plomb ou des mouvements involontaires. Mais la grande différence, l'indice clé, il n'y a pas de signe de Babinski, parce que l'autoroute principale, elle, est parfaitement intacte. Pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, on revient à notre fameuse plante de pied. La prochaine fois qu'on voit ce petit test avec la pointe d'un stylo sous le pied, on réalise que c'est tout sauf un hasard. Ce n'est pas juste vérifier si la personne est chatouilleuse. C'est le médecin qui toque directement à la porte du PDG de notre motricité, le système pyramidal, pour voir s'il répond. Et s'il ne répond pas, on sait exactement quoi chercher. C'est quand même d'une logique et d'une précision époustouflante, non? Je vous laisse méditer sur cette ingénierie de pointe qu'est notre cerveau et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux mystères.